Et ce qu'on a fait, c'est simplement des essais par rapport aux forages qu'on dit horizontaux. Donc, ce qui est classique, c'est les forages verticaux et pour des gisements le plus simple du monde. C'est-à-dire que le gaz naturel dit conventionnel. Donc, ça c'est grave à mon avis, parce qu'il vaut mieux être direct, comme aux États-Unis et au Canada, et dire que voilà, malgré tous les inconvénients et tous les effets, moi j'opte pour l'exploitation des gaz de schiste, que de dire que c'est une simple histoire, une question de routinière, etc. Donc pour moi c'est ça ce qui est important. C'est deux points essentiels. Mais n'empêche, donc on doit, parce que c'est un débat, parler un peu de ce que c'est le gaz de schiste et pourquoi il suscite ces controverses. Donc le gaz de schiste a été au départ découvert au Canada, juste par coïncidence, en exploitant le gaz conventionnel. Alors, quelle est la différence entre le gaz naturel dit conventionnel et le gaz naturel dit non conventionnel? C'est par rapport pas au matériau, pas à la matière, c'est par rapport à la technique de son extraction, donc qui est non conventionnelle. Et si vous voulez avoir une idée sur ce que veut dire non conventionnel, le terme déjà non conventionnel est compris par les instances et organismes internationaux dans l'ONU. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé. C'est quelque chose qu'il faut deux choses. Soit assurer le maximum de sécurité pour le faire, soit ne pas le faire du tout. Et donc, nous, on essaie de discuter cette équation en Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie a-t-elle les moyens, a-t-elle les possibilités d'assurer une sécurité totale? Alors, sachant que, par exemple, un pays comme la France, qui nous dit clairement qu'il ne pourrait assurer cette sécurité totale, malgré sa technologie, etc., que les États-Unis aussi, malgré les assurances, et suite à des plaintes, suite à des doléances, suite à des revendications, suite à des démarches des citoyens, il y en a eu beaucoup de problèmes que le Congrès, en 2010, a demandé un bilan, a demandé d'évaluer ce qu'a fait et ce, si vous avez bien suivi, malgré les pressions qui ont été exercées par les tresses et les sociétés d'exploitation de ce gaz. Et donc, vous avez certainement pris connaissance d'un documentaire qui s'appelle Gaz d'Inde, qui a été monté par rapport à cette histoire d'évaluation d'une enquête qui a été tout simplement foudroyée. Donc, si les États-Unis, avec toute sa puissance technologique, etc., ne peut assurer cette sécurité, ou même dans le cas. Donc le gaz du schiste a commencé, sur le plan historique, à être exploité vers les années fin 40, 48, 49, et ce n'est qu'après, vraiment une dizaine d'années après, qu'on a mis en place cette technique d'extraction qu'on appelle la fracturation. Bon, elle a été appelée ainsi,
justement en comparaison avec la technique d'extraction classique. Cette fracturation, donc, comment ça se fait? Ben, ici, le principe, c'est de forer, de faire deux forages. L'un, le premier en vertical, ensuite un autre horizontal. Pardon, moi je n'ai pas ramené le PowerPoint pour visualiser tout ça, mais je vous promets un petit jour de le faire. Et donc, ce forage se fait par le biais d'injection de mélange. Un mélange qui contient les 95% d'eau. Vous savez, la problématique de consommation d'eau, parce qu'un seul puits demande dans les 20 000 mètres cubes d'eau. Donc, si vous avez vu des vidéos sur YouTube, ce sont des citernes entières, des dizaines, pour uniquement un seul puits. Et notre constituant, c'est le sable. Le sable qui certains granulés, je ne sais pas si vous comprenez ce terme de granuleux, donc c'est très sélectionné comme taille. Donc c'est 4,5% de sable. Et le reste, donc 0,5%, ce sont des produits qu'on appelle les additifs. Par rapport à certains spécialistes, donc on dit, parce que en bonne partie ce sont les responsables des problèmes environnementaux. Donc ils disent qu'on n'a pas besoin d'ajouter des produits parce que certains sont tout simplement cancérigènes. Vous avez 500, un listing très long, 500 à 700 produits dont une trentaine sont tout simplement cancérigènes. Et le film de Gardner le démontre bien. Il y a beaucoup même des décès, pas uniquement des maladies, des décès suite à cela. Donc c'est très dramatique, donc on peut citer quelques exemples pour avoir une idée. Vous avez l'exilène, le benzène, le formaldéhyde, etc. Donc on injecte ce produit à travers le forage pour assurer, enfin provoquer des fracturations, des microfracturations au niveau de la roche qui contient ce gaz qu'on appelle géologiquement parlant les schistes. Alors pour ramener un peu à l'esprit ce que c'est une roche qui ressemble un peu au mifet, parce que c'est des feuilletés, dans l'apparence comme des argiles, comme des argiles. Et donc, du fait qu'ils sont très feuilletés, elles sont constituées donc, de sédiments, c'est-à-dire des grains très fins. Et donc, au sein de ces grains, il y a des trous qu'on appelle les pores, et c'est dans ces pores qu'il y a ce gaz. C'est pour cette raison, on est obligé de fracturer, d'exploser cette roche pour faire évacuer le gaz. Et donc, c'est par rapport à cela qu'il est dit non conventionnel. Parce que le gaz naturel classique, il se forme dans ce qu'on appelle la roche-mère. La roche-mère, c'est la roche dans laquelle a été formé. Ben, comme le pétrole, et il migre après dans une autre roche qu'on appelle la roche magazine, et il finit son parcours dans ce qu'on appelle la roche piège, c'est-à-dire par rapport à des structures, tout ça, comme c'est des matériaux tectiles et donc très mobiles, donc se trouve coincé. Alors il suffit tout simplement de forer des trous pour qu'il s'échappe en surface. Alors le gaz de schiste, non, il demande donc de la fracturation.
Et avec cette histoire de fracturation, donc, il y a des conséquences, notamment la création des secousses. Hein. Et on a enregistré, par exemple, dans les vidéos, Gazland, etc., que les zones qui ont été exploitées enregistrent souvent des séismes assez réguliers et de magnitude un peu moyenne, de l'ordre de 4,5 à 5 degrés sur le plan Richter. Donc, ne serait-ce que par cette histoire d'instabilité du sous-sol, c'est dramatique. Bon, ajoutons à cela des effets sur les nappes phréatiques, etc. Donc, il parle toujours, on revient à l'argumentaire, que le tubage du forage, c'est quoi? C'est le matériau, la matière qu'on met pour cimenter le forage, le trou, afin qu'il n'y ait pas de contamination en traversant la nappe. Bon, pour le forage simple, on met par exemple ce qu'on appelle la bentonite, qui est une argile bien connue, qui est assez porose. Mais pour le forage de gaz de schiste, on met carrément le béton. Le béton est plus avec même ce béton, il arrive qu'il y ait des fissurations, qu'il y ait aussi des accidents, et donc une fois la nappe contaminée, vous savez, le reste, parce que le problème de décontamination est très très coûteux. Nous, par exemple, docteur Païm peut avoir une idée sur, par exemple, la décontamination de la nappe de Ras-El Aïn suite à une petite fuite de gasoil. Hein, c'était une eau douce. Et on a ramené une société bien connue mondialement dans ce genre de travaux, c'était Z, mais finalement, elle n'a rien fait. Elle a décontaminé une certaine quantité, mais le reste, c'était pas possible. Donc le problème, c'est aussi ça, c'est impossible, pratiquement impossible. C'est vrai, on peut assurer un forage d'exploitation de gaz de schiste. Mais il est vrai aussi en cas d'accident que tout est foutu en l'air. Et vous savez qu'au Sahara, le fameux alvien inférieur supérieur qui constitue ce qu'on appelle les nappes phréatiques fossiles qui datent depuis des centaines de millions d'années, à l'époque géologique qu'on appelle le Carbonifère, c'est-à-dire